Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter un live exceptionnel, étant donné qu'il n'y a pas une startup comme habituellement qui présentera son activité, mais on aura 4 startups, plus Guillaume et Stéphane qui présenteront le partenaire de ce WeClub Santé. Et Arnaud qui présentera de son côté WeSeed et un petit peu plus en détail le WeClub, le WeClub Santé. Alors, au niveau du déroulé du live, comment ça va se passer? On débutera avec une présentation en rappel de ce qu'est la plateforme WeSeed, un rappel du WeClub Santé. Ensuite, ça sera Guillaume et Semia qui présenteront plus en détail Semia. Et ensuite, on aura le pitch accompagné de quelques questions-réponses des 4 startups présélectionnées. Donc, ça sera en premier Emeline pour Physimed. Ensuite, John pour BrightSense Diagnostic. Marc et Philippe pour Diagnostic. Et enfin, c'est Mehdi de Viper Therapeutics qui clôturera ce live. Arnaud, je te laisse la main. J'ai partagé mon écran. Hop. Vous me dites si c'est bon. Et oui, juste dernière petite chose. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Vous avez une bulle QR au milieu, en bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, puis de poser votre question. Et je me chargerai de la poser aux différents dirigeants quand ce sera leur tour des questions-réponses. Arnaud, je te laisse Parfait. la main. Ouais, merci Maxime pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. On va passer un petit moment ensemble pour parler du WeClub Santé 2. Alors pour la plupart des personnes qui sont connectées, vous connaissez déjà WeSeed, mais quelques rappels quand même. WeSeed est une plateforme de financement participatif et on est l'acteur de référence en France dans le financement participatif. WeSeed a été la première société qui s'est créée en France sur ce métier. Donc, nous existons depuis 2008. L'entreprise est basée à Toulouse. Nous sommes un peu plus de 40 collaborateurs. Et dans l'univers des plateformes de financement participatif, nous sommes agréés par la CPR et nous détenons le statut le plus élevé parmi les plateformes de financement participatif qui nous permet d'exercer notre métier sereinement, à la fois pour sécuriser le parcours des entreprises qui viennent se financer chez nous et pour sécuriser également les investisseurs qui les soutiennent financièrement. Quelques chiffres clés. Nous avons, depuis la création de l'entreprise, financé près de 780 projets pour 350 millions d'euros investis dans les entreprises qui nous ont sollicités pour près de 370 sorties positives. Et les chiffres que je viens d'annoncer, donc les montants investis et les projets financés, ont pu l'être grâce à notre communauté d'investisseurs, les WeSeeders. Aujourd'hui, sont près de 185 000 membres, dont 22 500, c'est le chiffre le plus à jour, investisseurs récurrents, donc qui participent véritablement au financement des entreprises sur la plateforme. Et comme vous le voyez, le ticket moyen par projet pour les WeSeeders, c'est de 1 100 euros, et avec un portefeuille de projets par investisseur de l'ordre de 14. Je veux bien que tu passes, merci. Donc, WeSeed essaie d'innover en permanence et en plus de l'activité historique de financement projet par projet, WeSeed a créé ce qu'on appelle des WeClubs et dont on va parler aujourd'hui, qui sont des produits hybrides où l'idée est de financer des pools d'entreprises à travers un véhicule qui est créé spécifiquement pour l'occasion. Depuis que WeSeed a créé ses WeClubs, 6 ont été lancés, donc depuis 2017, avec, vous le voyez, le montant à l'écran, 6,5 millions ont été levés auprès de notre communauté d'investisseurs et investis dans des entreprises, dans des thématiques assez larges, évidemment dans la santé, avec le WeClub Santé 1 qui a été lancé, qui a été financé, qui a été investi dans les entreprises l'année dernière, le WeClub Santé 2 dont on parle ce soir, mais d'autres WeClubs existent pour soutenir des entreprises dans le secteur de l'économie bleue, l'agritech, l'immobilier, avec des titres financiers en obligations ou en actions. Et évidemment, la logique de ces WeClubs, c'est pour WeSeed de s'associer pour chaque WeClub monté avec des partenaires de premier plan qui assurent vraiment l'équilibre et la pertinence du dispositif sur la sélection et la sécurisation du parcours des investisseurs. Plus spécifiquement, pour le WeClub Santé 2, merci Maxime,
Comme je le disais, c'est la suite du WeClub Santé 1 qui a été lancé, qui a été financé l'année dernière grâce à Semia, et on y reviendra. Le WeClub Santé 1, c'est près de 1 million d'euros, c'est plus d'1 million d'euros qui ont été levés auprès de la communauté de WeSeeder et investis dans 5 startups alsaciennes. Le WeClub Santé 2, c'est le retour de cette initiative sur la plateforme. Quand on parle de WeClub, on parle de quoi concrètement? C'est un club d'investissement participatif et collectif qui permet d'investir dans des startups santé innovantes en région. Participatif parce que ça reprend le fonctionnement du financement participatif. C'est une communauté d'investisseurs qui va financer des entreprises. Mais la particularité, c'est que là, on joue dans le collectif, dans la mesure où les investisseurs vont abonder une poche d'investissement qui va être ventilée ensuite dans des cibles qui sont pour certaines déjà identifiées et qui auront l'occasion de se présenter dans la suite de la présentation. Les thématiques ciblées par ce WeClub sont des cibles d'entreprises dans le domaine des biotech, des medtech et de l'e-santé. Et l'enjeu, c'est de contribuer au développement de solutions innovantes à destination des praticiens et des patients. Merci. L'intérêt du WeClub, pour ceux qui ont suivi l'opération WeClub Santé 1, c'est vraiment le partenariat WeSeed avec Semia qui permet d'assurer un processus à la fois de sélection d'entreprises qui vont être financées, d'audit de ces cibles, d'investissement et de suivi ensuite des participations qui va permettre de sécuriser à la fois les entreprises qui sont financées et les investisseurs qui contribuent à les financer. Pour des investisseurs qui rentrent dans ce WeClub et donc qui vont financer les entreprises, l'intérêt également, c'est d'avoir accès à un sourcing d'entreprises qui cherchent des financements en amorçage. Et donc, sur des niveaux de valorisation qui sont peu élevés ou qui permettent, grâce à la croissance permise par les investissements qui vont être réalisés, des espérances de plus-value fortes à la sortie. L'idée du WeClub aussi, c'est une mutualisation, une répartition du risque. Les investisseurs qui vont rentrer dans le WeClub ne vont pas financer qu'une seule entreprise en direct, mais il y a la constitution d'un portefeuille grâce à ce WeClub, un portefeuille diversifié qui va être investi dans 4 à 5 startups santé. L'objectif est de diversifier sur le nombre de startups, mais également sur la nature des projets et sur les thématiques d'investissement. La particularité de ce WeClub également, c'est que c'est éligible pour vous, investisseurs, à des dispositifs de réduction d'impôts. On pourra en reparler, mais essentiellement, si les cibles le permettent. Et comme je le rappelais, ce WeClub est monté en partenariat entre WeSeed et Semia, et c'est la logique vraiment d'associer une expertise sectorielle de 2 acteurs. WeSeed qui va avoir cette expertise sur le montage des opérations financières, quand Semia va apporter son expertise sur la lecture du potentiel des entreprises qui sont sélectionnées dans lesquelles vous allez investir. Je pense que j'ai dit l'essentiel, Maxime. Sur les caractéristiques de ce WeClub, comme vous le voyez, on a aujourd'hui un objectif de collecte de 750 à 1,5 million à lever et à injecter dans les entreprises qui vont être sélectionnées. Pour vous, investisseurs, c'est la possibilité d'une souscription unique qui va permettre des placements diversifiés dans toutes les cibles. La souscription minimale pour rentrer dans le WeClub, 1 000 €. La logique ou la mécanique, c'est que nous, WeSeed, allons créer une holding financière commune qui va recevoir les fonds et qui va ensuite investir dans les entreprises cibles. Objectif de financement, 5 à 8 sociétés, pour des tickets par société de 150 000 à 350 000 €. Les horizons de sortie vont être individualisés, c'est-à-dire que chaque entreprise financée par le WeClub aura son horizon de sortie indépendant et qui s'établit à 5 à 8 ans. Et pour animer et organiser ce WeClub, il y a des frais qui sont assez classiques maintenant pour vous qui connaissez WeSeed, de 0,9% pour les investisseurs à la rentrée dans le WeClub et des frais de gestion de 2% pour gérer le dispositif. Le processus de sélection exigeant, je l'ai déjà abordé, une intervention de Semia sur l'identification des cibles, et c'est la capacité, c'est vraiment l'expertise santé Semia. Ensuite, l'audit est réalisé par WeSeed, c'est le dérisquage au maximum des entreprises avec une analyse par un diagnostic interne et un diagnostic externe. C'est une validation à l'issue de l'audit réalisé par un comité de sélection de projet. Et au moment de la décision d'investir dans les entreprises, c'est les investisseurs, c'est les WeSeeders qui valident via un sondage l'allocation des fonds selon les recommandations qui seront faites par le WeClub.
Vous voyez les logos des entreprises qui sont présélectionnées, qui sont oui, présélectionnées par Semia. Et maintenant, les présentations et les pitchs des dirigeants vont s'enchaîner. Ok, merci pour l'intro. Donc moi, je suis Stéphane Chauffriat, je suis directeur du réseau Quest for Change, réseau d'incubateurs, qui inclut en l'occurrence Semia en son sein. C'est un réseau de Next, s'il te plaît. Cinq incubateurs positionnés sur le territoire du Grand Est. Semia sur l'Alsace, qui est Alpha Épinal, The Pool à Metz, Rimbotech, à Charleville-Mézières et Innovact à Reims. En fait, c'est au sein de la structure associative Quest for Change, qui est donc une association non-profit. On accompagne aujourd'hui 240 projets et les personnes qui sont en train d'accompagner ces projets ont une particularité, c'est d'avoir tout été entrepreneurs et d'avoir un passé entrepreneurial. Donc ça, c'est un peu l'ADN de l'accompagnement au sein du réseau. Avec 240 projets, on a une structure plus qu'importante aujourd'hui dans le monde de l'incubation. Et c'est bien la photographie du nombre de projets qui sont aujourd'hui accompagnés par notre équipe. Qu'est-ce que ça a comme terme d'impact? C'est important de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Ces startups, elles pèsent à peu près 1100 personnes aujourd'hui, donc avec une création de valeur nette un peu supérieure à 700 emplois. Et elles ont levé, ce qui est intéressant dans le cadre des échanges qu'on a aujourd'hui, un peu plus de 100 millions d'euros sur l'année dernière, avec une ventilation 55% dilutif, 45% non dilutif. On verra les effets de levier après. Ce qui est intéressant quand on se met dans la perspective d'un investisseur, c'est la valorisation de ce portefeuille-là. En fait, on a fait le calcul vraiment simple sur les startups qui ont été financées, en l'occurrence 61. On a la valorisation qui est liée au tour et de la transaction. Et la somme cumulée de tous ces tours fait à peu près 250 millions d'euros. Donc, ça montre la création de valeur qui a été faite entre l'entrée en incubation pour ces startups-là et la première opération de financement qui correspond finalement à celle sur laquelle vous allez être sollicité au travers du Club Santé 2. La santé, dans ces 240 startups, c'est quelque chose d'important chez nous. C'est à peu près une soixantaine d'entreprises qui sont accompagnées. Et les 2 tiers des 100 millions dont on a parlé tout à l'heure ont été levés par ces startups-là avec une répartition à peu près 60% sur la partie biotech. Et puis MedTech et e-santé se répartissant les 40% presque restants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 250 millions dont on parlait tout à l'heure, en fait, il y en a 190 qui sont portés par cette filière au sein du réseau Quest for Change. Et donc l'incubateur santé, qui est aujourd'hui leader en France de par le nombre de projets, peut revendiquer une réelle efficacité dans l'accompagnement des projets. Et notre ambition aujourd'hui, en vous amenant ces 4 startups-là, c'est de vous présenter des startups sur lesquelles on a de la visibilité sur le coup d'après, sur le tour d'après. Et en fait, comme ça avait été fait dans le cadre du WeClub 1, les startups qui sont présentées sont des startups pour lesquelles l'effet de levier qui va être fait sur ces fonds-là et la roadmap sont tels que les deux vont permettre d'arriver au point d'inflexion suivant en termes de création de valeur. Et donc, l'idée pour nous, c'est réellement accompagner encore ces startups-là jusqu'au point d'après, pas les laisser seuls dans la nature. Donc, c'est ça notre rôle, entre guillemets, au sein de Quest for Health, c'est de l'équipe qui est pilotée par Guillaume. Avec 2-3 petits marqueurs intéressants. On a une ambition trinationale et une capacité à mettre en réseau facilement ces startups-là avec nos amis allemands et suisses. Et autre particularité, on va le voir après sur le slide qui présente un petit peu une vision du portefeuille. 40% des projets sont des projets exogènes, preuve de l'attractivité du territoire. Cette attractivité est fortement liée à la capacité de mobilisation de l'écosystème pour l'avancement de ces startups. Next. Bon, là, vous voyez rapidement le portefeuille et la ventilation biotech, digital, medtech, chemtech, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau d'excellence qu'il y a derrière. On a presque une vingtaine de projets iLab. Je pense qu'on aura dépassé les 20 avec le prochain cru qui arrive. Des Innov, des EIC, reconnaissance de la qualité des projets qui sont aujourd'hui sur la plateforme accompagnés par le réseau.
Juste pour finir mon introduction, slide d'après, le cash qui est amené par ces startups-là par le WeClub permet de déclencher des effets de levier significatifs sur différents dispositifs sur lesquels on a une visibilité. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans le WeClub sur ces startups-là, on a validé de notre côté au préalable l'ensemble des dispositifs qui peuvent se mettre derrière. Et donc, le tour de financement est réellement cohérent et va permettre à la startup d'aller au point d'après dans sa roadmap. Ce qui est clairement intéressant, c'est qu'on est sur de la deep tech, on est sur des éléments avec encore du développement et ce cash-là doit amener les startups à un point cohérent ensuite. Juste pour avoir des idées de grandeur, lorsqu'on collecte à peu près 300K sur une startup santé, avec les effets de levier classiques, soit avec les OC French Tech Seed, les aides régions ou BPI, on arrive facilement à 1,2 million mobilisables. Si on rajoute encore un peu d'equity et que les projets cochent à peu près toutes les cases du volet Deep Tech, on peut activer un deuxième volet de financement qui s'appelle l'aide au développement Deep Tech de BPI. Et là, on peut quasiment monter à des tours de financement de 2 millions d'euros sur une tranche d'equity qui est proche de 400 à 500. Donc là, on va peut-être des fois chercher un petit co-invest sur 100, 200K sur ces tours-là, mais ça fait quand même des effets de levier significatifs. Pour dire que l'argent que vous allez mettre dans ce dispositif a un impact aussi fort sur le tour de financement global. Juste pour finir, donner un ordre d'idée sur l'état d'avancement aujourd'hui de la collecte. On est à peu près à 800K qui sont sécurisés sur l'opération à date. On avait levé à peu près 1,1 million sur l'année complète 2021, donc on est clairement en avance sur la feuille de route. Des beaux projets, on en a encore pour le deuxième semestre. Donc l'aventure dans laquelle vous vous embarquez aujourd'hui, elle est clairement engagée et positivement engagée. Donc maintenant, je laisse Guillaume prendre la suite pour vous donner 2-3 insights encore sur l'incubateur santé et surtout découvrir les startups qui vont porter ce WeClub ensuite. Merci. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Guillaume Bétergenoux, je suis le directeur du pôle santé chez Semia. Alors, concernant les projets en fait, qui sont accompagnés chez nous, ils sont sélectionnés sur des critères qui ne sont pas si originaux que ça. Ce sont ceux, finalement, des financeurs publics et investisseurs privés. Nous les sélectionnons principalement sur l'équipe, qui doit être engagée, expérimentée et complémentaire, aussi bien dans les aspects technologiques que business. L'innovation qui doit être fortement différenciante et doit répondre à un besoin non satisfait d'un marché forcément à fort potentiel. Une technologie protégée et pas trop âgée, notamment pour les biotech. Une preuve de concept minimale, car nous n'incubons pas sur des présentations PowerPoint. Par exemple, en biotech, ce seront des résultats positifs d'études d'efficacité préclinique in vivo qui seront considérés. Enfin, une feuille de route pragmatique et cohérente avec des jalons clés bien identifiés pour atteindre une série A. Prochaine dia, s'il vous plaît. Concernant notre accompagnement, et c'est important, il n'est pas limité dans le temps. Il va de l'entrée de l'incubation jusqu'au jalon de la série A. Cet accompagnement est personnalisé et il va dépendre du secteur d'activité, du niveau de maturité du projet et de l'équipe, et bien évidemment des besoins. Mais globalement, nous les accompagnons dans la construction et le suivi des jalons de leur feuille de route jusqu'à la série A, tant sur les aspects techniques que business, financiers, juridiques ou encore réglementaires. Alors comment ? Avec un accès direct et privilégié avec les experts filières et thématiques de notre réseau, en les mettant directement en relation et rapidement avec l'écosystème de l'innovation et du financement, qui, et j'insiste à nouveau, est très facilement mobilisable dans la région Grand Est, ce qui leur permettra de bénéficier rapidement aussi bien des expertises que de la chaîne des financements que Stéphane vient tout juste en fait, de vous décrire. Au niveau international, avec nos partenaires voisins, les incubateurs accélérateurs allemands et suisses, nous permettons également à nos entrepreneurs de se projeter très rapidement et le plus tôt possible à l'international et également d'être rapidement visibles auprès des grands comptes et des investisseurs internationaux. Nous préparons également nous incuber activement au concours iLab, que vient juste de mentionner en fait Stéphane, qui est élitiste, soit, puisqu'on parle ici de 15% de réussite, mais qui est également très structurant, car il permet de travailler en accéléré la feuille de route de la société. Nous comptons d'ailleurs, et je vais le préciser ce soir, parmi nos 19 lauréats, vous avez face à vous 3 qui sont Physimed, Diagnostic et BrightSense, et pour votre information, Viper est également en finale et est présent ce soir. Enfin, une partie de ces actions que je viens de vous décrire sont réalisées avec le support du ministère de la Recherche et de la BPI France, dans le cadre du programme d'accélération SIA. Nous avons été parmi les 9 premiers lauréats de la première vague et les seuls à avoir été retenus en fait, sur la thématique santé. Prochaine diapositive.
Alors, pourquoi des projets à fort potentiel émergent localement ou viennent jusqu'à nous? Un des points forts est qu'ils ont accès à un écosystème de l'innovation de référence au niveau international dans les sciences de la vie, mais qui est surtout, et je le répète à nouveau, facilement mobilisable. L'incubateur SEMIA est localisé tout juste et à 500 mètres de l'Université de Strasbourg, qui est une référence internationale dans les sciences de la vie, première selon la revue Nature au niveau européen et 16e au niveau mondial pour les innovations. 5 prix Nobel sont présents à 500 mètres également de chez nous et sont actuellement en activité. Et plusieurs startups d'ailleurs incubées chez nous sont nées dans leur laboratoire. Non loin de l'incubateur, il y a l'IRCAD qui est un centre d'excellence de la chirurgie mini-invasive et qui est dirigé par le professeur Maresco, qui est membre de l'Académie de médecine, de chirurgie et des technologies. Il est d'ailleurs le premier chirurgien à avoir réalisé en 2001 une opération à distance entre New York et Strasbourg. Et il forme aussi chaque année plus de 6000 chirurgiens et dirige 7 IRCAD à travers le monde. D'ailleurs, l'IRCAD nous a confié plusieurs startups, dont par exemple la société RDS, qui vient de Palo Alto, lauréat du concours iLab et qui a bouclé l'année dernière une levée de fonds de 4 millions d'euros pour financer ses études cliniques. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les success stories. En face de l'IRCAD, important, se trouve l'IHU, qui est un centre d'excellence de la chirurgie guidée par l'image et qui est membre d'ailleurs de notre consortium SIA, comme je l'avais évoqué précédemment. Et l'IHU nous a aussi confié 3 startups, dont Coelum, qui est lauréat du concours iLab et qui avait été financé l'année dernière, je vous le rappelle, par le WeClub Santé. Juste en face de l'IRCAD se construit NextMed, qui est le futur technoparc européen dédié au MedTech et qui est piloté en fait par le pôle de compétitivité BioVallée France, qui est également membre de ce consortium SIA et qui accueillera sur 30 000 m² des startups et des grands comptes tels que Siemens, General Electric, Medtronic, Storz, qui sont d'ailleurs déjà présents en fait sur le campus. Next slide. Je vais finir en fait sur la partie Success Stories et je vous propose de faire de vous présenter un échantillon des récentes success stories de nos startups. Et je vais commencer en haut à gauche avec Corby Genesis, qui a été grand prix iLab de la dernière édition, c'est-à-dire la plus haute distinction de ce concours et qui vient tout juste de lever en fait 10 millions d'euros. On parle ici de biothérapie et de bioproduction en fait, de facteurs de croissance dans les plantes qui permettra justement de baisser significativement les coûts de production des thérapies cellulaires de demain et ce qui constitue d'ailleurs un des écueils majeurs en fait, du développement de ces thérapies. Juste à côté, Sparta Medical, startup qui est experte finalement dans les revêtements antimicrobiens et qui, je vous rappelle, avait été financée par la première vague du WeClub Santé. Ils ont levé, grâce au WeSeeder et un co-investissement de 2 regroupements de business angels, un petit peu plus de 2,4 millions d'euros, qui inclut les effets de levier non dilutifs que je viens juste en fait de vous décrire, Stéphane. Et c'est donc finalement, pour vous, un des exemples concrets du déclenchement du continuum des financements non dilutifs de la BPI France et de la région Grand Est suite à un investissement des WeSeeder. Enfin, j'ajouterais que depuis l'investissement des WeSeeder, ils ont également été lauréats de la dernière vague d'un des programmes de financement européens les plus sélectifs, le IC Accelerator. On parle ici de 3% de réussite à l'échelle européenne. Et ils ont ainsi obtenu une subvention de 2,4 millions d'euros. Et peut-être pour finir, on parle de levée de fonds, mais il y a aussi des acquisitions chez Semia. Nous comptons déjà 2 acquisitions cette année chez Semia, et l'une d'entre elles est Nanocinex, une medtech qui est co-incubée entre le Technion, AIFA, et Semia, et qui a été lauréat, elle aussi, de la première vague de l'EIC Accelerator, et qui vient tout juste d'être acquise pour 11 millions d'euros par la société américaine Coaligen. Pour votre information, cette société, elle développe un dispositif médical qui permet de réaliser en quelques heures en fait, des tests de résistance aux antibiotiques. Donc, je vais finir cette présentation. Et je vous rappelle en fait que Semia est membre du réseau d'incubateurs Quest for Change dans la région Grand Est. Et à présent, je vais continuer la présentation avec les 4 sociétés qui sont candidates pour l'investissement de ce nouveau club deal. Et je vais donc donner la parole à la première société, qui est Physimed, une medtech qui est représentée par sa CEO, Emeline Anne. Emeline, c'est à ton tour. Super, merci beaucoup Guillaume, merci pour l'introduction. Donc je suis Emeline Anne, je suis la CEO de la startup Physimed créée en 2017 à Strasbourg et on s'est donné comme mission, on a comme mission de révolutionner la santé intime des femmes. Et quand on parle de ce sujet, eh bien on parle d'un sujet dont personne ne parle justement. Next slide s'il te plaît. C'est un sujet en fait plutôt tabou puisqu'en fait on va parler de futur urinaire, d'incontinence urinaire et pourtant ça touche une femme sur 10, sujet de santé publique. On dit souvent que si l'incontinence était un pays, ce serait le 3e plus gros dans le monde. Et pourtant, c'est souvent un sujet passé sous silence.
En fait, il faut comprendre, avec le petit schéma juste à gauche, vous voyez le muscle du périnée, qui est un muscle dans le bas-ventre, qui permet en fait de soutenir de nombreux organes. Et en fait, souvent après un accouchement ou quand on fait beaucoup de sport, eh bien en fait, ce muscle est relâché. Et quand il est relâché, eh bien quand on éternue, quand on saute ou quand on va rigoler, eh bien on va avoir des fuites urinaires. Et c'est la raison pour laquelle, avec des kinésithérapeutes, nous avons développé un dispositif médical qui permet de rééduquer ce muscle, de redonner sa tonicité initiale et ainsi stopper les problèmes d'incontinence. Next, s'il te plaît. Alors, ce dispositif, il s'appelle EMI. C'est une sonde de rééducation du périnée qui est connectée à une application mobile. Donc, vous avez le dispositif sur la gauche. Il y a une partie intérieure qui va être dans le vagin, une partie extérieure qui va être connectée à l'application. Et en fait, au moment où on contracte son périnée, eh bien, on appuie sur les capteurs qu'il y a dans la partie supérieure et ça va envoyer un signal sur le smartphone. Et par exemple, au moment où on va contracter son périnée, eh bien, vous voyez la petite montgolfière ici qui va monter. Et au moment où on va le relâcher, elle va descendre. Et c'est ainsi, à travers en fait, une trentaine de mini-jeux dans l'application, qu'on va entraîner son périnée et on va réellement voir en temps réel ce que l'on est capable de faire. Donc, ce produit, bien sûr, on l'a développé avec des professionnels de santé. Il y a une intelligence dans le dispositif qui permet d'adapter en fait tous les exercices en fonction de la patiente. Et puis, l'intérêt de l'application, c'est également de suivre en fait ses progrès dans le temps. On va pouvoir avoir sur différentes des éléments, la rapidité, la force, l'endurance, et bien on va voir qu'on progresse dans le temps. Suivant. Donc, cette application, vous la voyez un petit peu plus en détail ici, notamment l'écran de droite, où vous voyez, en fait, ça, c'est un des écrans où on voit, en fait, finalement, ses progrès dans le temps et avec des programmes personnalisés. La prochaine. Alors, notre business model, il est basé sur deux propositions, deux options. Bien sûr, on a une app on peut la télécharger, elle est gratuite et elle va avoir un certain contenu qui va être limité. Et puis, on va avoir la possibilité donc de souscrire à l'app. Là, je passe tout à droite dans la partie bleue. Pour 5,49 € par mois, on peut avoir accès en fait à une trentaine d'exercices de rééducation du périnée où on n'aura pas le feedback de la sonde, mais on va simplement avoir le guide, contracter, relâcher, contracter, relâcher. On va avoir accès à peu près 300 contenus de santé, des programmes de sport, de yoga, adaptés à des moments clés dans la vie des femmes. Donc, on fait attention à son périnée. Et puis, des contenus aussi réalisés par les professionnels de santé. Si on veut aller plus loin et là acquérir la sonde, on va être sur la partie du milieu, donc on va pouvoir acheter la sonde à 199 € et à ce moment-là avoir l'ensemble des contenus que j'ai cités dans l'application mobile ainsi que la sonde qui permet réellement d'avoir son feedback et un suivi personnalisé à domicile. Next. Donc, Physimed, à l'heure actuelle, on a réalisé en fait un essai clinique qui nous permet d'être la seule sonde de rééducation du périnée connectée à domicile à être certifiée et prouvée. On est on est présent en Europe, donc bien sûr en France, mais également dans tous les autres pays en Europe, en Asie, on est présent en Chine, au Vietnam, au Japon, et on a créé également la filiale aux États-Unis en début de cette année. On a un brevet, bien entendu, un brevet qui nous permet d'avoir une propriété intellectuelle qui couvre l'ensemble, enfin un brevet, un PCT, donc international, et on a enregistré notre produit à la FDA. Bien sûr, il est également marqué CE pour l'Europe. Suivant. Je vous disais qu'on avait prouvé en fait l'efficacité clinique de notre produit. On l'a développé, on l'a prouvé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc globalement, sur un essai clinique réalisé sur 3 mois, 98% des femmes qui ont réalisé l'essai clinique ont amélioré leur qualité de vie et à peu près 90% ont baissé leurs symptômes urinaires. Suivant. Nous, notre vocation, c'est de pouvoir vraiment apporter cette innovation à des millions de femmes. Et on le fait à travers également la collaboration avec des grands groupes industriels. On collabore à l'heure actuelle avec 3 groupes, City, Hartmann et Pierre Fabre, qui nous permettent vraiment de toucher finalement beaucoup plus de femmes et de bénéficier de la synergie en fait de nos réseaux. Alors,
nous, on est convaincus que demain, la rééducation du périnée, ça deviendra un standard. Et moi, je suis convaincue que demain, on rééduquera son périnée comme on rééduque sa cheville après une entorse. Et ça paraît peut-être fou à l'heure actuelle de se dire ça, tellement c'est encore un sujet tabou. Et pourtant, je pense que dans quelques années, on y arrivera. On a encore du chemin. Et pour ça, eh bien, c'est pour ça qu'on réalise cette levée de fonds auprès de WeSeeder, mais qui, bien sûr, qui viendra compléter d'autres financements pour continuer notre développement commercial. En Allemagne, le produit est remboursé à 100%, donc on a une grande marge de croissance sur l'Allemagne. Sur la France, on est encore aussi en train de développer, et bien sûr, un des gros potentiels, c'est l'attraction sur le marché américain. On veut également développer notre offre de revenus récurrents que je vous présentais tout à l'heure, qui vient d'être lancée en fait au mois de mai sur la France. Et puis l'objectif aussi de cette levée, c'est de pouvoir penser au next step, penser au prochain produit et de prototyper, d'aller plus loin en fait dans notre phase de prototypage pour le prochain produit Fizmed. Suivant. Nous, dans notre équipe, on est 4 cofondateurs. Donc, je dirige la société. Il y a aussi tout à gauche Julien, qui est ingénieur hardware, qui vraiment s'occupe de toute la partie produit et la partie industrialisation. On a Alan au milieu, qui est ingénieur informatique, donc c'est toute l'application et tout ce qui a trait à ce sujet. Et puis Paul, derrière moi, sur la photo, qui est donc kiné et spécialiste de la rééducation du périnée. Suivant. Au-delà de ça, on a une équipe, bien entendu, je vous disais, une quinzaine de personnes, donc réparties sur 4 grosses unités, je dirais. La partie sales et marketing, c'est la plus grosse chez nous, c'est ce qui nous concerne le plus. On est dans une phase de croissance commerciale. En bas à gauche, on a une équipe également liée à la R&D, de conception, de développement pour l'optimisation de notre produit actuel, mais également pour notre prochain produit. Et puis, bien sûr, le support aux ventes en bas à droite. Donc, je vous disais, notre mission, révolutionner la santé intime des femmes. Je pense qu'on est en bonne voie. Notre produit a fait ses preuves et j'espère qu'on pourra continuer à travers cette vague de financement. Merci. Merci beaucoup, Emeline, pour votre présentation. On va passer aux questions. Alors, j'ai une première question. Vous avez parlé du marché aux États-Unis, de la création d'une filiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le plan de croissance en termes de ressources humaines sur cette partie-là? Et pareil, en termes de stratégie d'accès au marché aux États-Unis, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur ces 2 points? Oui, bien sûr. Alors, chaque marché est assez différent. Je dirais que chaque pays a son approche avec la rééducation du périnée et des systèmes en place sont différents. Et aux États-Unis, on va vraiment être sur un système où les patients vont aller chez leurs professionnels de santé pour mieux comprendre en fait ce qu'elles peuvent faire comme rééducation et quelles solutions elles ont. Et on a vraiment, nous, une stratégie de passer à travers ces professionnels de santé comme garant en fait de la solution, qui est une autre approche sur d'autres marchés où on peut être beaucoup plus en B2C par exemple. Voilà. Et en termes de ressources humaines, on va être là, on vient de lancer vient de se lancer sur le marché. Donc pour l'instant, on pilote encore tout ça de la France et l'idée c'est de pouvoir en fait faire grandir une équipe aux États-Unis une fois que le marché sera mieux compris. Ok. Et dans la présentation, du coup, vous avez parlé du marché américain, français et allemand. Est-ce que vous comptez vous développer en Asie? Est-ce que sur ces pays où il y a pas mal de différences culturelles, il y a du potentiel pour Physimed? Oui, alors on est présent en effet déjà en Chine, au Vietnam, au Japon d'ici peu, mais après c'est vrai que chaque pays asiatique a aussi ses réglementations et puis déjà voilà, ses propres réglementations, l'un est une classe en classe 1, l'autre en classe 2, l'autre pas du tout en dispositif médical, donc c'est très différent. Et, mais pour autant, il y a un vrai marché et donc nous on veut vraiment pouvoir se développer sur d'autres pays. Il y a la Thaïlande qui est aussi très intéressant avec qui on est en contact. Enfin, voilà, on se développe sur pas mal de marchés en Asie. Ok, merci Emeline. On en a terminé avec les questions. Merci beaucoup. On va passer au prochain pitch. Je crois que je donne la main à John.
qui va nous présenter BrightSense. C'est ça, merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. John Volquet, donc CEO et cofondateur de BrightSense Diagnostics. Écoutez, je vais vous présenter notre technologie de rupture. Merci Maxime de passer à la prochaine slide. Voilà, merci. Donc en fait, nous, on va développer une nouvelle génération de tests de diagnostic moléculaire, simple d'utilisation, rapide et économique pour le dépistage, le diagnostic et le suivi de patients en point of care, donc au lit du patient. Et on se positionne vraiment en tant qu'alternative ou complément à la PCR. Next, s'il te plaît. Donc, en fait, on a 3 applications pour débuter. Tout d'abord, une application en oncologie avec notre projet MIRSense, récemment lauréat du concours ILAB. Une deuxième application en virologie, cofinancée par la région Grand Est. Et puis, une offre de partenariat sur des développements avec des industriels du monde de la santé. Merci, Maxime. Voilà, donc, en fait, notre technologie est brevetée. On a 3 brevets qui portent en fait sur des nanoparticules avec des propriétés uniques en termes de sensibilité et de brillance. En fait, ce sont des nanoparticules qui permettent la détection des acides nucléiques sans amplification enzymatique, donc encore une fois, sans PCR. Et en fait, sur la base de biopsies solides et liquides, nos nanosondes en fait, agissent comme des têtes chercheuses et dès lors qu'elles trouvent leur cible, elles deviennent ultra brillantes. Et la lecture des résultats peuvent se faire en fait par des instruments qu'on trouve dans la majorité des centres hospitaliers et des laboratoires, donc des produits déjà disponibles qui ne nécessitent donc pas d'investissement, mais ça permet également d'avoir un résultat qui peut être obtenu par la simple lecture d'un smartphone. Mais ça, c'est pour une prochaine étape. Ce qu'il faut retenir surtout sur cette slide, c'est qu'encore une fois, on est sur de la biopsie liquide, donc important pour un patient, et qu'on est sur une sensibilité de l'ordre de 30 cycles de PCR, qui est aujourd'hui le Graal. Alors, on a été également soutenu par 2 ERC pour plus de 2 millions d'euros. Voilà. Merci pour la prochaine slide. Voilà. Donc, en fait, on a 5 avantages particuliers, c'est-à-dire que nos nanoparticules sont customisables à façon, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment adaptatives, mais également adaptatives d'un point de vue marché. Comme je vous l'ai dit, la première réponse, c'est le marché du point of care, donc au lit du patient au sein d'un hôpital ou d'un centre hospitalier ou d'un laboratoire, mais également demain pour le marché du home test. Et puis la sensibilité qui est également clé dans ce secteur-là. Mais j'ai envie de dire où on se détache particulièrement, c'est la simplicité d'utilisation. On n'a pas besoin de machines lourdes qui nécessitent également beaucoup d'investissement et de personnel qualifié. Et c'est non invasif également pour les patients, ce qui n'est pas rien. Tout ça nous permettra d'apporter des impacts médico-économiques importants sur le marché. Et puis un dernier avantage qui est écologique. Merci Maxime pour la suite. Alors, notre projet en oncologie, MIRSense, en fait, l'idée, c'est de découvrir des micro-ARN clés des cancers. Aujourd'hui, c'est essentiellement des publications. Et en fait, avec notre outil et avec un ensemble de partenaires, l'idée, c'est de mettre sur le marché, dès 2023, des kits de découverte de micro-ARN clés, donc avec des centres hospitaliers qui ont des budgets pour cela, sur une période de 3 ans, donc de 2022 à 2024. Et ce qui nous permettra, in fine, d'avoir une base de données suffisante et donc de développer nos tests en point of care sur 4 cancers. Donc, le cancer du sein, le cancer colorectal, avec lequel on travaille avec l'IRCAD, le cancer du pancréas et le cancer du poumon. Encore une fois, pour une détection précoce des cancers et surtout une optimisation du suivi de patients. Aujourd'hui, un patient, on revoit ses indicateurs, on va dire à peu près tous les 3 mois. L'objectif qui est nôtre, c'est de se rapprocher de 3 semaines, c'est-à-dire que ça changerait tout pour le suivi du patient. Merci pour la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, sur notre offre en virologie, qui est la plus proche en fait, du marché, aujourd'hui, nous sommes encore en phase de préclinique. Donc, l'idée, c'est de présenter un premier test sur la détection du SARS-CoV-2.
Et puis, un deuxième test qui permettra la surveillance des mutants, puisque là, ce sera clé pour la suite, à savoir s'il peut y avoir des mutants plus agressifs et malheureusement faire redémarrer une pandémie de manière plus conséquente. Alors, on va voir le positionnement sur la prochaine site, ce qui sera, vous comprendrez mieux en fait le positionnement. En fait, notre technologie est une synthèse de la PCR, qui est aujourd'hui le golden standard, et également de les antigéniques, qui aujourd'hui sont vraiment pratiques, faciles d'utilisation et un tarif très attractif. En fait, MakeSense prend le meilleur des deux. C'est ce qui nous laisse à penser qu'on a toute notre place, puisque, encore une fois, on est de l'ordre de 30 cycles de PCR et on sera à un tarif relativement proche d'un test antigénique. Merci. Pour la prochaine slide, s'il te plaît, Maxime. Je ne la vois pas. Ouais, voilà. Donc, en fait, d'un point de vue R&D, en fait, on a également des discussions en cours avec des industriels, notamment dans la cosmétique. Comme toute R&D, toute entreprise, l'idée, c'est d'amener un produit le plus rapidement sur le marché. Et donc, il faut réduire ce délai. Donc, en fait, nos nanoparticules à façon peuvent répondre à cette problématique-là et également donner une certaine robustesse aux fameuses études cliniques et précliniques, et puis jusqu'à le suivi du contrôle de production de ces produits dès lors qu'ils seront industrialisés. Merci Maxime pour la suite. Alors, notre équipe, qui sommes-nous? En fait, on est 3 cofondateurs complémentaires. Tout d'abord, Andrei Klimchenko, qui est à l'origine du projet, qui est directeur du CNRS à Strasbourg, qui est notre CSO. Andreas Reich, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui est en charge des process et de l'industrialisation. Et puis moi-même, donc, en tant que CEO, qui ai plus de 20 ans d'expérience dans le diagnostic in vitro, en tant que business unit manager. Merci Maxime pour la suite. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous font confiance, et tout d'abord le monde académique, puisqu'on a un partenariat avec l'université et le CNRS. Encore une fois, des fonds européens. Et puis, d'un point de vue clinique, on a le professeur Maresco qui nous a ouvert les portes de l'IRCAD, c'est pas rien, et notamment l'ICANS aussi à Strasbourg, qui est spécialisé dans le cancer du sein. Et puis, tout l'écosystème, et j'ai envie de dire particulièrement Célia, qui nous a bien aidés dans notre route actuelle et encore aujourd'hui. La prochaine, next, s'il te plaît. Alors, voici un peu l'ensemble des entreprises avec lesquelles on a déjà été en contact, qui sont déjà assez intéressées par notre technologie. Et en fait, on a réalisé une enquête sur un panel assez intéressant de spécialistes industriels dans le diagnostic. Donc, sachant que 72% d'entre eux ont répondu qu'ils étaient prêts soit à utiliser notre technologie, soit en alternative, soit même en complément de la PCR. Donc, ça nous laisse penser à un avenir relativement intéressant. Maintenant, bon, on va avancer au fur et à mesure. Prochaine étape, s'il te plaît. Alors, on a eu la chance d'avoir une campagne de presse relativement riche. Ce qu'il faut retenir là, c'est que Chinese Magazine nous a retenus dans les 100 startups dans lesquelles il faut investir. La suite, s'il te plaît, Maxime. Et donc, voilà notre Gantt. Donc, en fait, comment WeSeed peut nous aider? Donc, très clairement, en oncologie, on va dire la phase clinique est extrêmement coûteuse. Donc, c'est vrai que là, c'est un milestone très important qui va nous permettre de franchir des gaps assez conséquents, et notamment, encore une fois, pour nos tests en point of care dès 2025. Puis en virologie, en fait, vous l'avez compris, on a 2 étapes. Une première étape avec de la vente de produits semi-finis, si possible encore courant cette année ou au pire début d'année 2023. Et puis l'arrivée en fait de nos produits sur le marché donc du diagnostic in vitro. Qui dit diagnostic in vitro dit réglementation forte. Et donc, il faut être certifié en 13 485 et tout ça, ça coûte. Et c'est vrai que les effets de levier qu'on peut bénéficier grâce à aussi l'aide WeSeed, ça nous permettrait vraiment de passer ces étapes qui sont vraiment cruciales pour la suite de l'entreprise. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc on a une roadmap financière qui est de l'ordre, on est entre la step 2 et la step 3. Donc, merci encore à vous de vous intéresser à nous. Et puis, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté et puis peut-être à bientôt. Super, merci John pour votre Merci. présentation. Merci. On va passer aux questions.
Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle a été la genèse de ce projet, de la société, et les premières étapes clés que vous avez franchies jusqu'à présent? Alors en fait, c'est Andrei Klimchenko qui a travaillé sur le sujet déjà il y a plus de 10 ans, qui a eu en fait la possibilité, encore une fois, de lever 2 ERC, donc pour plus de 2 millions d'euros. Suite à cela, il a pu avoir une maturation de la SAT Connectus en 2017, qui a été clé, parce que la SAT Connectus a elle-même investi énormément dans la technologie, pour donc ce qui s'appelle une maturation. Et en fait, en 2020, en juillet 2020, pour être tout à fait précis, il y a eu une rencontre entre Andrei, Andreas et moi-même. Je crois qu'il y a eu déjà une belle histoire d'homme déjà. Et en septembre 2020, donc la même année, 2 mois plus tard, eh bien, on était face au comité d'engagement de SEMIA qui nous a bien challengé et au point même qu'ils nous ont demandé tout de suite, est-ce que vous voulez participer au concours d'innovation e-lab? Donc, comme on aime les challenges, on a sauté à pieds joints. Et en fait, pour tout vous dire, moi, je m'étais dit, bon, rien de mieux qu'un crash test, finalement, que ce type de concours pour tester l'équipe et voir comment on peut fonctionner ensemble. Et on a eu la chance d'être lauréat. Et je crois que là, à partir de là, l'aventure s'est lancée avec effectivement la campagne de presse, comme je vous l'ai dit, les retombées de prospects qui sont très claires. Et puis, encore une fois, des reconnaissances telles que Challenge Magazine et autres. Donc voilà, tout nous laisse à penser qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, on garde raison garder, mais voilà un peu de notre histoire. Ok, merci. Et seconde question, est-ce que vous disposez de call, du coup, Key Opinion Leader, Oui. au sein de vos conseils scientifiques et stratégiques? Alors tout à fait. En fait, on a un conseil. Alors malheureusement, comme je l'ai pas, c'est pas encore factualisé par des contrats, je peux pas vous donner des noms là, mais vous avez vu quelques logos intéressants. Donc évidemment, il y a des gens de ces sociétés ou institutions qui font partie de notre conseil scientifique et stratégique. En fait, on a fait un recrutement avec des personnes qui sont vraiment complémentaires à nous, qui vont nous apporter leur expertise et encore une fois, qui vont nous permettre de donner une assise à notre technologie, parce que c'est vrai qu'on est face quand même à un golden standard qui est la PCR. Tout le monde voit son intérêt, ça parle à tout le monde. Par contre, on a tous vu aussi un peu les limites. Donc, même si on en a vu les limites, eh ben, il faut dire, bon, bah, qui peut apporter une réponse à ces limites-là? Et donc, c'est vrai que bon, bah, on est complémentaires, on s'entend bien tous les trois, mais bon, on ne sera pas trop avec notre conseil scientifique et stratégique. Mais bientôt, on pourra vous communiquer une liste de personnes avec des noms qui donneront une certaine assise, évidemment. Super, merci John pour la présentation et pour vos réponses. On va passer au pitch suivant. Pitch suivant, du coup, Diagnostic, Marc et Philippe. Je ne sais pas qui c'est qui commence la présentation. Je vous passe la main. Je vais lancer les hostilités et puis on va se passer la balle avec Marc. Merci Maxime et merci à nouveau à WICID et à SEMIA de nous donner l'opportunité de présenter notre projet ce soir. C'est toujours un honneur. Alors, Diagnostic, très rapidement, c'est une start-up qui est exclusivement dédiée au monde de l'ORL. On développe, slide suivante, on développe des solutions innovantes dans ce domaine-là et en particulier, on s'intéresse tout particulièrement à la rhinite chronique et à la sinusite chronique, des pathologies qui sont extrêmement répandues et qui sont là pour rester puisqu'elles sont en partie liées à l'évolution de l'environnement, au réchauffement climatique, à la pollution et à tout un tas de choses qui font que l'épidémie ne cesse de croître. Slide suivante. Dans ce cadre-là, on a identifié assez rapidement un problème qui est lié au fait que les solutions de première intention, en l'occurrence les sprays nasaux de corticoïdes, occasionnent des taux d'échec qui sont loin d'être négligeables et surtout posent des problèmes d'observance au traitement. Les patients prennent leur traitement le lundi, ils ne le prennent pas le mardi, ils le reprennent éventuellement le mercredi, ce qui quelque part alimente un petit peu ce cercle vicieux. À l'arrivée, on a des patients qui vont être assez rapidement éligibles à une intervention chirurgicale plus ou moins lourde,
qui peut occasionner des dommages irréversibles aux tissus et aux structures osseuses, qui est douloureuse et qui occasionne des arrêts de travail qui peuvent être plus ou moins longs. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de patients qui sont dans une situation d'attente. On les appelle les watchful waiters. C'est des patients qui sont éligibles à la chirurgie, mais qui tournent en rond dans le système parce que ces chirurgies endonasales, ORL, ont assez mauvaise réputation et donc ils préfèrent temporiser, reprendre des traitements qui vont à nouveau pas fonctionner. Et on a à nouveau ce cercle vicieux qui est alimenté. Slide suivante. Donc, la solution qu'on va proposer, c'est d'amener en deuxième ligne de traitement une solution médicamenteuse, mais qui est administrée de manière radicalement différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En gros, on va amener directement là où se situe la maladie un implant intranasal en polymère résorbable dans lequel on encapsule le principe actif, en l'occurrence le corticoïde, pour traiter ces deux pathologies-là au long cours, 6 mois dans la rhinite et jusqu'à 12 mois dans la sinusite, afin d'éviter un recours in fine à la chirurgie. Vous voyez une colonne, troisième ligne de traitement, c'est des traitements qui viennent d'apparaître relativement récemment, mais qui ne sont pas des traitements qu'on considère de deuxième ligne et qui sont un peu plus invasifs que ce qu'on va proposer nous. Slide suivante, Maxime, s'il te plaît. Donc, voilà les produits dont on parle. C'est des produits en polymère résorbable dans lesquels on vient, dans la masse, noyer le principe actif qui va tranquillement être délivré une fois que le produit est positionné dans la fosse nasale. À gauche, vous avez le produit dans la rhinite. À droite, le produit dans la sinusite. Slide suivante. Si on peut résumer notre positionnement par rapport à la concurrence, on peut dire plusieurs choses. La slide est un petit peu chargée, mais je vais essayer de vous expliquer les choses simplement. En gros, on peut positionner nos produits sans avoir recours à une intervention chirurgicale. C'est un produit qui peut être positionné dans la fosse nasale dans un contexte de consultation relativement bien équipé, avec une petite anesthésie locale, alors que pour certains concurrents, on doit ouvrir une cavité sinusienne pour aller positionner l'implant, ce qui est loin d'être mini-invasif. À côté de ça, on a des produits qui traitent la pathologie au long cours. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand vous prenez un spray, il faut le prendre quotidiennement et dans la sinusite chronique, ad vitam aeternam. Là, on va avoir des traitements qu'on va implanter un jour et qu'on peut oublier sur toute la période de traitement. Donc, quelque part, ça renforce l'efficacité du traitement qui est délivré aussi là où il a besoin d'être délivré. Et puis, également, ça va renforcer l'observance, puisque une fois qu'on a un produit implanté, on a une observance qui est garantie, ce qui est loin d'être le cas pour les traitements, les traitements administrés par spray, puisque je vous ai montré sur la slide précédente qu'il y avait 50 voire 60% des patients qui n'étaient pas observants, ce qui est absolument faramineux comme chiffre. On peut passer à la slide suivante. Je te passe la main, Marc, pour la partie IP. Oui, juste quelques mots sur les brevets. Donc, on s'est intéressé très tôt, effectivement, à la protection de toute notre activité de recherche. Donc, on a un premier brevet qui protège la forme des arices et qui est donc déposé. Et on a plusieurs brevets qui sont en cours de dépôt. La slide devrait d'ailleurs être actualisée parce que en ce qui concerne l'ARIS R que vous voyez, le brevet est en cours de dépôt et ça avance très bien. Et on a deux autres brevets qui concernent la formulation, c'est-à-dire la protection du polymère que l'on utilise associé au principe actif. Et ça va concerner donc les deux produits qu'a évoqué Philippe, l'un pour la rhinite et l'autre pour la sinusite. Et enfin, ces produits-là vont nécessiter l'utilisation d'un guide de déploiement pour pouvoir le positionner dans la fosse nasale, pour que le médecin, l'ORL, puisse le positionner délicatement dans la fosse nasale. Et ça va donner lieu aussi à des dépôts de brevets. Évidemment, tous ces brevets-là seront déposés via des PCT qui nous permettent comme ça de couvrir une bonne partie de la planète. On peut également citer le fait qu'on a fait des études de liberté d'exploitation pour tous ces produits qui se sont révélés évidemment positifs. Voilà en deux mots. Merci Marc. Alors, ce qu'on n'a pas dit initialement, mais c'est quelque part un petit peu traduit à travers
l'épidémiologie que j'ai pu décrire, hein, qui est absolument gigantesque, c'est qu'on est sur des marchés qui sont des marchés de taille importante. On espère sur ces deux plateformes pouvoir être en capacité de générer 5 ans après lancement environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'Europe et les États-Unis combinés. Donc, on est sur des marchés qui sont importants en termes de taille. Et on a des benchmarks aujourd'hui qui nous permettent de dire qu'on est dans la plaque avec ces chiffres-là. Slide suivante. Alors, un point extrêmement important aussi concernant notre projet, c'est la capacité à se développer sur d'autres axes dans le domaine de l'ORL ou dans d'autres domaines, mais par le biais d'une administration de produits en intranasal. Je prends pour exemple la migraine chronique et les douleurs faciales chroniques qui pourraient, si on utilise évidemment un autre type de principe actif que celui sur lequel on travaille pour l'encapsuler dans nos polymères, permettre de traiter ces pathologies-là en positionnant un implant en intranasal. Encore plus important, le domaine de l'autologie, où là, on pourrait capitaliser de manière très importante sur ce qu'on est en train de faire pour aller délivrer au niveau de l'oreille, en particulier de l'oreille interne, le corticoïde, qui est celui qu'on utilise aujourd'hui dans la rhinite et dans la sinusite, pour, là encore, des traitements des acouphènes, voire des surdités brusques. Et on sait que ça touche, par exemple, assez fréquemment les militaires sur des terrains d'opération qui sont confrontés à des situations de blast, comme on appelle ça. Donc, il y a un vrai potentiel pour Diagnostic dans le développement d'autres verticales. Slide suivante. Tu peux la sauter, celle-là, Maxime. Alors, on est, pour en revenir à l'équipe qui soutient ce projet, on a une équipe que je qualifierais de complémentaire avec Marc, qui est un créateur d'entreprise avec une expérience financière en particulier. Moi, qui viens du monde des medtech et de la pharma, avec une expérience de responsable de business unit chez J&J en ORL. Et puis, d'autres profils qui viennent d'industriels de la medtech ou de la pharma, que ce soit dans le réglementaire, dans le general management ou dans le business, dans le médical, qui sont des profils très, très solides pour nous permettre de développer cette société, sans parler, bien évidemment, sans omettre plutôt de parler des profils R&D qui nous suivent dans cette aventure et que vous retrouvez en bas à droite de la slide. Slide suivante. Et pour terminer sur la partie équipe, on est très, très fiers de notre board scientifique en particulier. On a vraiment des gens de renommée mondiale dans notre board. Très connus à l'international, des Américains, une Anglaise, une Hollandaise, et puis bien évidemment des Français qui nous suivent dans cette aventure depuis le début. Donc ce board-là nous permet d'asseoir quelque part un petit peu la crédibilité du projet et d'être bien équipé pour le faire avancer de manière efficace. Et on est challengé régulièrement et bien accompagné aussi par un board stratégique dont Guillaume fait partie en tant que représentant de WICID, mais on retrouve également dans ce board l'ancien président de Pfizer France, Sandra Spiritelli, qui connaît très très bien le monde des startups et de l'acquisition de startups à travers son job chez Livanova, et Jean-Christian Kipp, qui a été créateur de la société Direct Medica, maintenant intégrée à WebHelp. Donc vraiment des gens très solides pour nous accompagner, nous challenger, nous permettre de porter ce projet au mieux. Voilà, on peut s'arrêter là, je pense, Maxime. Ok, merci Philippe et Marc pour la présentation. On va passer aux questions. Première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la taille de votre marché? Je ne sais pas, peut-être les zones géographiques les plus prometteuses. Et c'est pareil, si vous pouvez différencier entre le marché pour traiter la rhinite et la sinusite, si vous avez des détails à nous fournir. Oui, on a communiqué quelques chiffres tout à l'heure sur la sinusite et sur la rhinite. Les marchés qui nous intéressent, clairement, vous l'avez vu, c'est les États-Unis et l'Europe. Donc, on a une stratégie qui vise à nous assurer qu'au moment en particulier de l'entrée en clinique, on va faire des choses qui seront adaptées à ces deux marchés.
parce qu'il ne faut pas qu'on ait à refaire à chaque fois des études parce qu'on ne répond pas quelque part à des prérequis d'une région ou d'une autre. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a en tête pour ces deux marchés-là, pour les attaquer de manière cohérente. Taille du marché, vous avez vu qu'on prévoit 300 millions d'euros à 5 ans. Donc le marché de l'ORL, c'est un marché qui est très, très important aujourd'hui. C'est un marché qui croît à 2 chiffres. Si on prend ne serait-ce que la sinusite chronique, c'est un marché d'environ 40 milliards de dollars au niveau mondial. Donc, c'est des énormes marchés où il y a un vrai besoin d'innovation. C'est des marchés qui ont été délaissés en termes d'innovation pendant des années, où on a vu un fort regain d'intérêt ces 10 dernières années, avec des acquisitions assez spectaculaires de la part de Major, Medtronic qui a racheté un concurrent à nous en fin d'année dernière pour 1 milliard de dollars, un peu plus d'1 milliard. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent dans le domaine de l'ORL et on espère vraiment surfer sur cette vague. Ok, merci. Seconde question, donc on a compris que l'implantation du produit ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale. Du coup, quel professionnel de santé peut s'occuper de cette implantation? Et est-ce que ça nécessite des vérifications tous les mois ou une fois que c'est posé, après c'est réglé pendant 6 mois, 12 mois? Alors, le praticien qui va poser ce type de dispositif, en particulier au démarrage, ça reste le médecin ORL. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça peut se faire dans un cadre relativement léger. Il n'y a pas besoin d'emmener le patient au bloc opératoire pour poser ce type de produit. Ça peut se faire dans un contexte de consultation un peu équipé, sous anesthésie locale, sans aucun souci. En termes de suivi du patient, le suivi est assez simple. Il n'y a pas besoin de revenir tous les mois voir le médecin pour quelque part s'assurer que tout va bien. Ce qui va dicter un petit peu le rythme des visites à l'hôpital, c'est les symptômes du patient. Si le patient va bien, il n'y a pas de raison qu'il aille voir son médecin à 2 mois ou à 3 mois. Après, je pense qu'il y a des variations en fonction des géographies, mais ça devrait se passer comme ça. Ok, merci à tous les deux. Merci Marc, merci Philippe pour votre présentation et pour vos réponses. On va poursuivre avec Mehdi pour le dernier pitch qui va présenter Viper Therapeutics. Mehdi, je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci d'être là, présent pour ce WeClub Santé. Très content d'être parmi vous et merci de votre attention. Alors, moi, je suis le CEO et cofondateur de Viper Therapeutics. Nous développons des candidats médicaments first in class pour traiter les patients atteints de cancer et des molécules en administration forme orale. Donc, next slide. Alors, l'avènement des immunothérapies et des thérapies ciblées dans le traitement des cancers sont vraiment porteurs d'espoir pour les patients, en complément des chimiothérapies qui montrent des résistances dans plus de 50% des cas. Malgré toutes ces solutions, in fine, à peu près 50% des patients restent sans solution pour traiter leur cancer. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique majeur et aussi un marché aussi à adresser quelque part. Et Viper, nous, on a pour mission d'apporter des solutions à ces patients en ciblant le métabolisme des cellules cancéreuses. Alors, on est propriétaire d'un portefeuille de molécules protégées par 4 brevets et issus de travaux académiques qui ont été publiés et primés. Donc, primés par le Grand Copote, Grand Prix d'Académie nationale de médecine, l'INCA, l'INSERM, le Cancéropole. La société aussi a eu un prix Matwin l'année dernière en création, puisqu'on a été créé en juillet 2022. On a une très forte traction aussi de la part des investisseurs qui commencent à se positionner sur notre projet, donc des investisseurs venture capitalistes spécialisés dans le healthcare, et aussi une très forte traction de la part des laboratoires pharmaceutiques qui commencent aussi à s'intéresser à notre projet. Alors, next slide.
L'équipe de Viper, elle est composée de 4 cofondateurs, donc moi-même. Moi, j'ai un background scientifique, mais j'ai fait 20 ans dans le domaine pharmaceutique, biotech et société de services dans le domaine des life sciences. Donc, j'ai vu tout le cycle de développement d'un médicament et d'une thérapie. Et des 3 cofondateurs scientifiques à l'origine de l'invention, Stéphane Roucky pour la partie biologie, Rachid Benita et Cyril Ronco pour la partie chimie médicinale. Les 3 sont à l'origine de plus de 20 brevets sur les 5 dernières années. Donc, des gens qui sont académiques, mais qui ont une très forte appétence pour l'innovation. L'équipe exécutive, donc c'est moi-même, donc je suis CEO de la société. Je suis accompagné par un directeur scientifique, Michael Cerezo, qui a aussi publié avec l'équipe, donc il connaît très très bien le projet dès l'origine. Un directeur médical et un chef de projet, plus un autre encore chef de projet pour la partie chimie, pour la partie biologie. On est supporté par l'écosystème, évidemment par CEMIA, la région Grand Est. Il y a aussi BPI France qui nous soutient sur les premières étapes. Et on a un board qui est en constitution, mais un board avec 2 cliniciens dans le domaine des cancers gastro-intestinaux, dans le domaine du mélanome, et puis une professeure de l'Université de Los Angeles, spécialiste dans notre cible, dans notre mécanisme d'action, qui est, next slide, le suivant. Nos molécules, en fait, poussent de manière originale, sélective et unique les cellules cancéreuses en burn-out. En fait, en amenant nos molécules, on amène un niveau de stress très élevé au niveau des cellules cancéreuses qui sont déjà très élevées. Et ça, c'est une particularité des cellules cancéreuses. Le stress du réticulum est un mécanisme de survie et de résistance dans ces cellules. Et en amenant nos molécules, on pousse ce niveau de stress à un niveau tel que les cellules tumorales et donc les tumeurs ne peuvent y survivre et enclenchent deux mécanismes, un d'apoptose, un d'autophagie, qui sont des mécanismes de suicide cellulaire. Et donc, l'approche est originale parce que la plupart des composés essaient de ralentir un petit peu la prolifération des cellules tumorales en essayant de stopper ou d'essayer de contrecarrer ces mécanismes. Nous, on le pousse jusqu'à un certain niveau qui fait que la cellule ne peut plus lutter et rentre mécaniquement dans 2 mécanismes de mort cellulaire programmée et de suicide. Et nous avons prouvé ça in vitro, mais surtout in vivo, sur un large panel d'indications et de lignées tumorales, donc in vitro et aussi in vivo, avec des très belles propriétés aussi pharmacologiques, puisqu'on a une excellente tolérabilité qui a été prouvée, et puis une très bonne biodisponibilité, qui sont 2 critères très importants dans le développement du médicament. On a plus de 96% de biodisponibilité pour notre lead candidate BPR 001, et une excellente tolérabilité. On a un index thérapeutique qui approche de 10, donc une fenêtre entre la dose efficace et la dose, je dirais, tolérée, très haute. Et donc ça donne vraiment un très beau profil à notre lead candidate et à nos molécules en général. Et donc plus précisément, nos molécules tapent sur une protéine qui contrôle ce niveau de stress cellulaire. Donc, next slide. Donc, on a un pipe de 2 molécules focalisées sur le métabolisme du cancer, donc via l'activation de ce stress du réticulum endoplasmique. Donc, BPR 001, notre premier asset, on a fait la preuve de concept dans des cancers gastro-intestinaux in vivo. On est en train de réaliser l'efficacité sur une 2e et une 3e indication. Notre objectif est d'arriver à la fin de l'année à une entrée de BPR 001 en ce qu'on appelle GLP Tox Readiness, c'est-à-dire l'entrée en préclinique réglementaire. On va faire des tests réglementaires de toxicité, mais aussi le démarrage de la production des lots cliniques, le scale-up de la synthèse de nos molécules pour BPR 001 et arriver en fin d'année 2023, pas 2025, fin d'année 2023, à déposer le dossier pour la demande d'autorisation d'études cliniques. Et on a un BPR 002 qui est un peu plus en aval dans le process et qu'on souhaite sélectionner et orienter sur des propriétés immunomodulatrices, puisque nous avons aussi pu démontrer que nos molécules avaient un effet sur la reconnaissance par le système immunitaire
des cellules tumorales et c'est un angle sur lequel on va pouvoir sélectionner BPR-002 en plus de ses propriétés d'induction du stress du réticulum endoplasmique. Donc, next slide. Donc, aujourd'hui, nous, on cherche vraiment à avoir ce financement par WISeed, qui est un vrai apport en termes d'effet levier, hein, puisqu'on a eu le label French Tech Seed, Deep Tech, on est accompagné, qui nous permet d'atteindre ce jalon BPR 001 entrée en préclinique réglementaire. Et ça, c'est un vrai créateur de valeur, puisqu'on cherche aussi à clôturer notre série A à hauteur de 8,1 millions d'euros, qui nous amènerait au premier résultat d'études cliniques chez l'homme, donc l'entrée en l'étude de tolérabilité, phase 1B de notre BPR 001, là où, selon le business model classique dans le domaine de la biotech, on vise à avoir un premier deal avec un laboratoire pharmaceutique, alors qu'on a estimé à 10 millions, on est très conservateur. Il faut savoir qu'au total, en moyenne, sur le cancer de l'estomac, par exemple, on est sur des valeurs de deal total de plus de 200 millions d'euros ces dernières années. Et donc, le marché qu'on vise pour BPR 001, c'est les cancers gastro-intestinaux. Donc, sur la partie étude clinique de BPR 001, on prévoit de faire ce qu'on appelle un basket trial, donc une étude clinique panier dans laquelle il y aurait des indications sur le cancer de l'estomac, cancer colorectal, cancer du pancréas et cancer de l'œsophage, et qui nous permettrait ensuite de pouvoir décliner sur les phases 2 et 3 différentes indications et potentiellement différents deals, et donc de démultiplier l'atteinte des différents marchés qu'on adresse avec nos molécules. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mehdi, pour votre présentation. On va terminer avec vous avec vos dernières questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'où vient la technologie, voilà, la genèse de la société, comment vous avez décidé de la créer? Alors, la société, la technologie vient des laboratoires académiques du sud de la France, donc de Nice, hein, du C3M, du Centre méditerranéen de médecine moléculaire et de l'Institut de chimie de Nice, hein, donc Stéphane Rocky et Rachid Benida, mais aussi qui travaillent directement avec un centre clinique à l'Archet à Nice. Et le C3M a la particularité d'être un centre intégré avec la clinique, donc tous les résultats qui ont été obtenus par l'équipe ont été faits de manière transstationnelle, c'est-à-dire que les essais qui ont été faits in vitro, mais aussi les lignées qui ont été obtenues par des biopsies de patients. Donc, c'est vraiment très physiologique et c'est de la recherche translationnelle qui a été réalisée. Il y a eu un beau package, beaucoup d'études qui ont été réalisées par l'équipe, et ce qui est très séduisant dans ce projet, c'est l'originalité et l'unicité de l'approche, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de molécules qui sont en développement clinique qui ciblent particulièrement cette voie du stress du réticulum endoplasmique. Et dans le domaine de l'oncologie, il faut le faire, trouver des pathways originales qui ne sont pas travaillés. Et puis, c'est ce qui m'a séduit aussi quand j'ai rejoint ce projet il y a maintenant 2 ans et que je connaissais l'équipe depuis longtemps, c'est vraiment cette approche de dire, plutôt qu'on va essayer de contrecarrer, on va essayer de pousser au maximum la logique de la cellule cancéreuse finalement, qui est de proliférer, jusqu'au point où elle ne peut plus soutenir cette croissance. Et ça, c'est une approche qui est très originale et qui permet d'être finalement une thérapie ciblée, sans cibler des gènes en particulier. Donc finalement, on s'adresse à toutes les tumeurs, et la corrélation de l'expression de la cible, donc BIP, d'où le nom beeper, avec le pronostic des patients est faite. C'est-à-dire que plus la cible est exprimée, et plus mauvais est le pronostic des patients, et ça, c'était prouvé dans beaucoup d'indications. Donc, tous ces facteurs ont amené forcément à la genèse de Biper Therapeutics, parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire pour amener ces molécules comme solution pour les patients. C'est vraiment clé. Voilà. Ok. Et seconde et dernière question. Du coup, on a bien compris que la prochaine étape, c'était les études cliniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui est envisagé pour ces études? Oui, j'ai commencé à l'initier, effectivement. Donc, on prévoit justement dans le plan de développement préclinique de faire
plusieurs indications. C'est un peu la règle en oncologie. Il faut au moins avoir 2 indications, preuve de concept in vivo hein, pour le dossier réglementaire, mais on veut nous aller plus loin et proposer une étude clinique de phase 1B hein, de tolérabilité chez les patients. On est en oncologie, donc on va aller chez les patients et d'escalade de dose, mais on va inclure des patients qui seraient tumeurs solides, hein, puisque nous on s'adresse à des tumeurs solides très agressives qui seraient focalisées sur les cancers gastro-intestinaux, ce qui nous permettrait même au niveau des cliniques, d'avoir de la latitude encore pour choisir les indications pour lesquelles on aura pu montrer des débuts de preuve, parce qu'on serait sur 12-16 patients sur l'étude de phase 1B, des débuts de preuve les plus intéressantes et sélectionnées, voire même aussi d'un point de vue, je dirais, deal avec le laboratoire pharmaceutique, découper, c'est-à-dire en proposer des deals pour cancer de l'estomac pour un certain laboratoire et puis cancer de colorectal pour un autre laboratoire. Il y a beaucoup de prévalence et d'épidémiologie différentes en fonction des cancers gastro-intestinaux. Il faut savoir que, par exemple, le cancer de l'estomac, c'est principalement en Asie que ça se passe. Donc, rien que sur cette indication, on intéresse énormément déjà les laboratoires japonais, par exemple. Voilà. Sur d'autres indications, ça va plus être les laboratoires américains. Donc, on se donne aussi de la latitude au niveau de l'étude clinique pour pouvoir être maître de notre destin et démultiplier l'opportunité et les solutions. Okay. Avec des deals estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est ça, alors là, on a mis effectivement 10 millions d'euros, et puis en fonction de ce qu'on peut avoir comme deal sur la molécule BPR-001, la totalité du deal jusqu'à la mise sur le marché atteint plusieurs centaines de millions d'euros, effectivement, et je ne parle pas des royalties sur les ventes. Ok, ok, super. Merci Mehdi pour la présentation, pour vos réponses. Hop. Bon, je vous remercie à tous les intervenants. Merci aussi aux WICIDers présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à consulter les news qui seront publiées jusqu'à la fin de collecte. Voilà, si vous avez le moindre sujet, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur WICID.